Au moment où je reprends cette rédaction, je me sens rongée par une horrible tristesse. Une de celles qui vous font perdre goût à tout, même à votre vie. Celle qui vous donne envie de démissionner de ce que vous êtes, de tout ce qui pouvait représenter quelque chose à vos yeux, de vous barrer, d'aller nulle part, pourvu que ce ne soit plus ici. Ce n'est pas la première fois que je ressens cela. Souvent, ou un peu trop souvent depuis que je fais ce travail. Ne pouvant avoir le choix, la seule option était de continuer à fonctionner en mode robot, faire ce qui est nécessaire sans trop réfléchir au sens des choses. Au mieux, ne pas réfléchir du tout, le temps que ça passe. Je ne veux plus être pharmacienne. Pourtant, j'ai aimé mon métier, énormément même. En plus de la gestion, j'avais un excellent contact avec les gens. J'étais très appréciée pour ma présence et mes conseils. Je ne me contentais jamais de dispenser ou vendre seulement. Je faisais de mon mieux pour expliquer le traitement en connaissant les profils et les caractères de certains de nos patients. Je savais quand est-ce qu'il fallait répéter et sur quoi insister surtout. J'allais au-delà. Étant férue de phytothérapie et de médecine traditionnelle, je dispensais toujours des conseils en plus sur ce qu'il fallait faire ou éviter. Quand je ne savais pas, je demandais du temps, le temps de chercher des réponses à fournir. J'écoutais et je recevais avec un énorme sourire. Je savais me taire aussi et ne rien dire quand il le fallait. L'une des plus belles récompenses que je pouvais recevoir, c'était ces remerciements contre une solution qui marche. Des gens qui galéraient avec des soucis, qui ne trouvaient pas de réponse dans un cabinet de médecine occidentale. Mon travail était énergivore. Ou sinon, c'est moi qui ne savais pas arrêter de donner. La même chose m'arrive quand je donne un atelier ou une formation. Je me sens complètement vidée après. En plus, il y avait trop de problèmes à résoudre. Des problèmes qui n'ont pas de sens parfois. Il y avait des ordonnances qu'on refusait de nous payer. Entre parenthèses, le motif pouvait être une erreur de syllabe dans le nom du patient. De la paperasse inutile, la caisse des assurances qui accable le pharmacien de plus en plus de tâches, les ruptures de médicaments voulues plutôt que survenues par hasard, puisque la mafia des médicaments s'est mise à s'installer petit à petit. Et puis, en adoptant une vie écolo, mes lectures et mes réflexions me permirent de déceler le manège malsain des firmes pharmaceutiques qui ne se souciaient que de gagner toujours plus. Les pharmaciens étaient dans leur poche pour des remises séduisantes, parfois des voyages ou de l'électroménager. Pareil pour les médecins. Parenthèse, pas tous. Il y a bien évidemment des gens honnêtes dans ce bas monde. Ainsi, une grande partie de ce qu'on prescrivait et dispensait pouvait être complètement inutile. Exactement comme dans l'industrie alimentaire et vestimentaire. On consomme souvent pour consommer. Et puis on soigne mal. La médecine occidentale soigne les gens de façon standard. On ignore le terrain, la médecine parallèle. Et pour moi, c'était absurde de l'ignorer sous prétexte qu'on n'a pas vu ça à l'université. On peut soigner en commençant par l'alimentation, tout simplement. En participant une fois à un repas caritatif pour les cancéreux, j'avais mal pour toute la viande, le sucre et le pain qu'on leur distribuait. Or, en médecine traditionnelle, il faut absolument bannir ces ingrédients du menu d'un cancéreux. En Occident, on y revient et on valide ces informations avec des recherches. Chez nous, il ne se passe toujours rien. On attendra que ce soit appliqué en France pour le faire. On a appris l'habitude de tout copier de chez eux, système éducatif, santé, etc.
Vous vous souvenez, j'espère que je vous avais dit que la faculté de médecine fabriquait des médecins qui absorbent et incapables de réfléchir. Ce jour-là, j'avais mal. Je me souviens particulièrement du cas de la biostasie. Et pour cela, il va falloir que je vous raconte l'histoire de Fethi. C'était l'un de nos patients, l'un de ces patients qui devient votre ami. Ce n'est plus cette personne qui vient chercher ses médicaments, qui écoute vos conseils et qui part. Quand il me rendait visite, il adorait me raconter des choses, il faisait rire, puis partait. Et un jour, c'était un diabétique. Un jour, il avait une R4 qu'il bricolait. Il pouvait se permettre une voiture neuve, mais il aimait beaucoup. Mais une fois, il paraît qu'au garage, un pneu lui était tombé sur le pied et que son pied avait commencé à se teinter de noir. Et chez un diabétique, c'est très dangereux, ça peut mener à la gangrène. Donc on lui avait prescrit de la biostasie. Et à la pharmacie, on était dans cette phase où on manquait souvent de médicaments. Et ces médicaments étaient distribués sous forme de quotas. Et selon le chiffre d'affaires de la pharmacie. Donc les petites pharmacies n'en avaient presque jamais. Et les grandes pharmacies étaient servies en premier lieu. Ce médicament continuait à être prescrit de façon normale, mais il pouvait être prescrit pour des cas complètement normaux où on pouvait se passer de lui. Mais pas dans le cas des diabétiques comme celui-là, comme Fethi. Mais je lui avais dit que je pouvais l'envoyer ailleurs, mais comme il était très malade, je devais m'en charger. Alors, je n'avais pas ce médicament. Alors, je me suis mise à faire le tour des pharmacies pour le lui trouver. Je me souviens, j'avais presque vu la moitié des pharmacies de la ville et je n'avais pas trouvé. Et parfois, certaines pharmacies l'avaient, mais on dit qu'on n'en a pas, mais parce qu'on le garde pour les ordonnances. On ne le vend pas comme ça, même si on se présente en tant que pharmacien. J'étais fatiguée, la journée allait finir. J'étais coincée devant un feu rouge. Et je savais que le médicament existait quelque part, que je ne l'avais pas, que je n'allais pas le trouver facilement, que si je ne le trouve pas, que le gars pouvait perdre son pied. Alors que le médicament, il est mal distribué, il se vend pour des cas normaux. Il est indisponible donc pour le cas où il est strictement nécessaire. J'avais pleuré devant le feu rouge ce jour-là. Et bon, heureusement, j'avais fini par tomber sur une pharmacie. Et je me disais, allez, c'est la dernière, j'essaye, je rentre après ça. J'avais trouvé deux boîtes. La fille a été assez gentille pour me vendre ce qui était nécessaire pour qu'il fasse sa cure d'antibiotiques. Tout de suite après, son pied avait commencé à guérir. Entre-temps, il avait contracté un cancer. Je lui rendais visite et il n'avait pas survécu. Tout ça allait contre mes valeurs. J'avais du mal à me réveiller le matin pour aller faire un métier qui me détruisait de l'intérieur. Il y avait aussi le harcèlement, voire l'angoisse causée par les chercheurs de psychotropes. Surtout avec l'avènement du sel ou ce qu'on appelle l'Erica. C'était, comment dire, comme les tazines chez nous, c'est une expression. Ce
genre de phénomène, je crois qu'on les trouve nulle part. Oui, ceux les Algériens sont assez diaboliques pour inventer des cocktails pareils. Les patients pouvaient en rajouter en couche à cela. On essaie d'arnaquer le pharmacien comme on peut. On paie partout ailleurs, même la vaisselle de luxe. Quand on arrive pour acheter une ordonnance, on vous dit, il ne me reste plus d'argent, je peux prendre les médicaments et revenir après. Oui, on trouve ça seulement chez le peuple algérien. On achète d'abord de la belle vaisselle et tout le reste. Si on a assez d'argent, on va acheter les gouttes oculaires de son fils dont les yeux sont super rouges et qui quitteront leur globe dans pas longtemps. Moi, ça me rageait. Certains achetaient des médicaments ailleurs et non convaincus par les explications d'une vendeuse en pharmacie, ils se rappelaient qu'une excellente pharmacienne travaillait juste en bas de l'immeuble. Et ces jours-là, moi, j'avais envie de crier « Excusez-moi, s'il vous plaît, selon vous, un excellent pharmacien doit mourir de faim, puisque vous lui demandez un service, mais vous donnez votre argent ailleurs. » C'était arrivé plus d'une fois, mais je ne pouvais pas renvoyer les gens. Quelqu'un d'autre l'aurait fait. Dans mon métier, il y a ce qu'on appelle la vocation, puisqu'il ne s'agit pas d'articles ordinaires, il s'agit de soigner. Mais le plus redoutable est à venir. Être à l'écoute. Être à l'écoute est une bonne chose pour ton entourage, mais pas pour toi, quand tu n'es pas un psy. Je me rendais compte que parfois, ça dépassait les bornes et je ne pouvais pas fuir, je suis coincée dans mon poste. Alors quand je jugeais que j'avais assez écouté, je faisais semblant de reprendre une tâche à côté, une facture à finir. Ça marchait souvent, mais pas toujours. Je me suis rendu compte au bout de quelques temps que je cumulais l'énergie négative des gens. Et je me suis mise à fuir à l'intérieur de l'officine. C'est que c'était trop de charges négatives pour moi. On ne venait plus me raconter des symptômes et des soucis de santé, mais on venait se plaindre à moi des injustices de la vie. Ça devenait de plus en plus toxique et j'avais l'impression qu'on me volait mon énergie même. Et sans parler du personnel, je préfère ne pas du tout entrer dans ce chapitre tellement il me dégoûte. On est obligé d'avoir du personnel vu que le pharmacien est accablé par des tas de tâches, en particulier de la paperasse, et souvent inutile en dehors de la pharmacie, que c'est difficile d'être présent à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on doit se faire aider, bien que j'avais horreur de cette idée d'avoir à l'employer, d'avoir à le payer, d'avoir à le surveiller. J'ai horreur de ça et quelque part je trouvais que le pharmacien était capitaliste malgré lui, puisque on recrute des gens et on les paye et selon ce que tu gagnes, tu gardes le reste pour toi. Plus je faisais le tour de mon métier, plus je me rendais compte à quel point c'était incompatible avec mes valeurs, pire avec la personne que j'étais. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans ce paradoxe. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette détresse. Mardi 8 octobre 2019. Alors pourquoi rester ? Tandis que je me suis confectionné un métier sur mesure, capable de combler toutes mes attentes. Voyager, financer mes voyages, du bonheur, de l'art, gagner mon pain quotidien, exercer mes dons, défendre une cause et avoir la possibilité de changer le monde autour de moi. Et je ne sais pas quoi encore. Entre ça et un métier dans lequel je peux gagner beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de stress et de détresse, tout en vivant en individualiste, mon choix a été vite fait. Et si carnet d'exploration n'était autre qu'une nouvelle stratégie de survie pour me sauver d'une vie banale, bourrée de conformisme et surtout de souffrance.
Voilà, je vous ai raconté un peu ma vie telle que je la racontais avant. À chaque fois qu'on me demandait de le faire pendant les conférences ou les ateliers, maintenant, reprenons depuis le début, sous le prisme de la révolution intérieure. Extrait d'un livre. Et si c'est de notre faute que nos frères sont malheureux? Il rit de ce rire doux, un peu contrit, qui lui était habituel, mais qui lui ressemblait si peu. Sans doute, n'est-ce pas de notre faute si les gens vivent mal? Pourtant, j'ai toujours l'impression que nous y sommes pour quelque chose. On ne m'enlèvera pas ça de la tête. Il se tut encore et fit plusieurs pas avant d'ajouter. Si nous n'entreprenons rien pour montrer aux autres comment il faut s'y prendre pour mieux vivre, nous sommes un peu fautifs, je crois. Le métier à tisser de Mohamed Dib. Prélude à la tempête. Hé, j'ai besoin que tu m'éclaires. Ouais, je t'écoute. Pourquoi tu fais tout ça? Quoi, tout ça? Faire des carnets pour écrire, voyager, observer la nature, appeler à la préserver, ainsi que le patrimoine, le mieux vivre. Ah oui, tout ça. Je le fais tout simplement parce que pour moi, c'est vivre. Tu ne peux pas vivre sans ça. Vivre normalement, comme tout le monde. J'ai essayé, c'est pas possible. Comment tu le sais, tu n'as jamais arrêté de vadrouiller, de gribouiller sur ton carnet. Arrêtez pour voir. Je le sais parce que j'ai eu avant ça une vie conventionnelle, celle qu'une personne d'autre a voulu à ma place et que la société dicte à tout un chacun. Je me livrais pas à ces activités que lorsque j'avais du temps. On m'a autorisé à le faire comme passe-temps, donc selon eux, je devais vivre et je ne pouvais écrire et voyager que lorsque j'aurais fini de vivre cette vie telle qu'ils l'entendent. Et après, commençait enfin la vie selon moi. Peu à peu, plus je donnais de l'importance à ce que je faisais, plus je savais que la vie y résidait. En dehors de ça, c'était infiniment triste. Conversation nocturne avec moi-même, vendredi 30 août 2019, au soir. Je sais que je dois gagner ma vie, il faut bien vivre. Mais je me suis mise à imaginer que je pouvais gagner ma vie avec ça. Parce que ceux qui éclairent et qui se donnent la mission d'éclairer ne doivent pas mourir de faim. Mais on le sait, si le monde marchait sur les pieds et non sur la tête, des gens comme Che Guevara, Thomas Sankara, Gandhi et tant d'autres auraient été élus rois en leur temps. Et plein d'autres porteurs de flambeaux de l'humanité n'auraient pas fini leur vie dans la misère. Et puis tu veux t'amuser et gagner ta vie? Personne ne voudra te récompenser pour un travail que tu fais en étant heureuse. C'est comme s'il y avait une loi universelle chez l'humain qui lui dicte que travailler est synonyme de souffrance. Erreur. Travailler égale effort, idéalement accompagné de plaisir et non pas de souffrance. Sinon, c'est les travaux forcés ou l'esclavage, même rémunéré. Cela fera que personne ne sera heureux dans ce qu'il fait. Personne ne sera à sa place dans ce monde. Ceux qui font un travail qu'ils détestent au quotidien croient qu'ils sont au bon endroit, qu'ils travaillent. Car travailler, c'est se faire chier, et pas autrement. Se limite-t-il à croire. Ceux qui tentent de faire ce qui les passionne finissent par abandonner parce qu'ils n'arriveront pas à se considérer comme travailleurs. Et personne ne voudra les récompenser parce que personne ne pense qu'ils le méritent, parce qu'ils ne souffrent pas. Ceux qui persistent mourront de faim, comme Karl Marx.
Je voyage et j'écris par nécessité vitale. Je lis, j'apprends et j'adore travailler avec mes mains. Si je prêche le retour vers la nature et le passé, c'est parce que j'ai trouvé deux sens. Une vie harmonieuse avec la nature et les anciens savoir-faire comme solution à la crise que vit l'humanité. Une vie pleine de bonheur qu'on a choisi de sacrifier pour une vie qui regorge de confort, de facilité et d'artifice, et qui va finir par nous détruire. Et aussi pour perpétuer et protéger le beau, la nature, le geste, la création et la créativité, et tout ce qui est doté de sens dans ce monde. Vendredi 30 août 2019, au soir. C'est génial le carnet. Même quand il n'est pas sur toi, tu continues à penser aux choses que tu veux lui confier. Ainsi, tout en conduisant tout à l'heure et tout en suivant un chemin précis, je poursuivais mes idées aussi, en sachant que j'allais me précipiter en rentrant pour l'ouvrir et me mettre à tout noter. Et ce à quoi j'étais en train de penser, c'est comment on nous encourage à laisser tomber ce que nous aimons pour aller faire autre chose. Cela peut aller du dessin à la cuisine, en passant par le bricolage et les travaux de construction, les jeux de rôle avec les poupées, la réparation de voitures en plastique. Laisse, quand tu auras du temps ou un moment, va étudier encore, c'est plus important, nous disait-on quand on était petit. On t'invite à le faire seulement quand les parents ont besoin de tranquillité. Mais on est loin de se douter de l'importance de ces oisivetés dans la vie d'un enfant. On oublie que ces choses, que les parents et le reste de notre entourage voient comme des jeux, on les considère comme une perte de temps. On oublie qu'ils sont aussi importants pour notre développement que le fait d'étudier, d'apprendre le calcul, la lecture et l'écriture. L'écriture dénuée de sa dimension artistique. À travers ces activités, nous explorons notre corps, le monde, et nous faisons l'apprentissage de la vie. Il faut revoir ce qu'a dit sur ces jeux Darwin et Freud. On oublie que ce sont de vraies pistes pour trouver les choses pour lesquelles nous sommes doués et que cela pourrait nous aider à trouver notre place dans la société et le monde. Et le plus important encore, c'est que c'est une voie naturelle pour trouver l'épanouissement. On oublie de regarder cet enfant quand il est livré à lui-même, quand il se met à créer des choses pour s'échapper de l'ennui, quand il va vers les choses qu'il appelle naturellement. On oublie de regarder où on voit et on ignore, et on applique le standard parce que les choses doivent se faire d'une certaine façon et pas autrement. Pourquoi ne pas se remettre en question et pousser la curiosité et se dire « laissons faire la nature des choses ». Et nous, on est là, on oriente, on intervient aux besoins. Si ce n'est pas très bon, si ça dérape, trouvons le juste équilibre. Mais non, l'homme adore effacer la part de la nature. En rasant les terrains fertiles de la planète, jusqu'à nos propres terrains intérieurs. L'homme écrase le destin de sa propre progéniture. L'homme a horreur de ce qu'il ne peut pas contrôler. Nous grandissons. Tu attendais avec impatience ce moment où tu termineras tes études pour aller faire tout ce que tu as laissé de côté jusqu'à maintenant, pour fouler ces terres encore et inexplorées en toi. Ah, maintenant, faut que tu travailles, que tu fondes une famille, que tu veilles à subvenir à ses besoins.
Et si tu trouves un peu de temps pour ça, c'est tant mieux. Mais il faut qu'on voie tes enfants d'abord. Personne ne se soucie jusqu'à maintenant de ce que tu veux au fond. Ni petit, ni grand. Moi, je me demande quand est-ce qu'on aura le temps d'écouter ce côté, cette voix intérieure qui est en nous. Et puis, il faut que tu sois médecin, avocat, architecte, les autres métiers moins nobles, selon eux. Là où on est obligé de travailler avec ses mains et ses muscles et qui ne nécessitent pas de diplôme, sans pour les rater de la société, le jardinier, le boulanger, le menuisier. C'est pour ça que nous avons un pain pourri, des médecins escrocs et que du béton dans notre quotidien. Personne n'est là par amour pour ce qu'il fait. Personne ne se surpassera. Pire, tous nous ferons moins et avec des dégâts, s'il vous plaît. Ne peut-on pas être excellent en études, être diplômé et aimer pétrir du bon pain ou aller faire autre chose avec ses mains? Faire du papier, des carnets pour gagner dignement sa vie, comme j'ai choisi de le faire. Ah non, on nous a toujours habitués à faire ce qu'on attend de nous, à suivre une certaine logique, ou ce que dicte la société, à savoir être un mouton parmi tant d'autres. Vous voyez ça comme vous voulez. Et pourtant, quand on aime faire quelque chose, on ne le fera pas pour l'argent, mais pour des tas d'autres raisons d'abord. Eh bien, en premier lieu, ça sera pour répondre à cet appel intérieur qui ajoutera un ingrédient magique à la recette. Et c'est ce qu'on appellera la passion. On excelle, donc on a la qualité, sans que quiconque vienne l'exiger de nous. On cherche sans cesse la perfection, l'innovation, parce qu'on veut toujours aller plus loin pour guider son geste, raffiner son savoir-faire, élargir ses connaissances. On aura un client satisfait, qui sera toujours reçu avec un grand sourire. Et puis, on n'a pas besoin d'être surveillé pendant que l'on est occupé à faire ce qui nous fait vibrer. On oublie de boire et de manger. On n'a pas besoin de régler le réveil pour sauter du lit le matin. Et cerise sur le gâteau, on est heureux. On aura une société heureuse, je crois. Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour voir ça. Et je crois que je vous ai raconté ce qui se passe quand le contraire se produit. Et pas besoin de vous expliquer. Il n'y a qu'à sortir et regarder les gens qui nous entourent. Voilà comment personne ne se retrouve à sa place dans ce grand foutoir. Voilà pourquoi nous avons des gens qui s'emmerdent au travail, qui attendent de filer en douce, qui ne font que bâcler leur besogne parce qu'ils sont plus concentrés sur la montre que sur leur travail. Et l'argent reste la seule chose capable de les motiver. Voilà pourquoi nous recevons de mauvais soins, une éducation défaillante, et voilà pourquoi nous avons de la merde dans nos assiettes et des prestations pourries, etc. Nous avons même des parents fatigués, démissionnaires de leur rôle parce qu'ils n'ont pas été préparés à ce métier. Tout ce qu'on nous dit, c'est que les enfants sont zinatul hayat dunya et on ne nous dit pas tout ce qui va avec. Ce travail à plein temps et tous les sacrifices qu'il nécessite. Voilà pourquoi nous avons des pères qui en veulent inconsciemment à leurs enfants. Comme si ces derniers leur ont volé des années de leur vie. Voilà pourquoi les enfants sont souvent et injustement battus. Et souvent, ils ne savent pas pourquoi. Et bien, parfois, tout bonnement, les parents doivent bien trouver ou décharger leur colère contre la vie. Voilà pourquoi nous avons des enfants qui n'ont pas le temps d'être eux-mêmes, mais à qui on impose une façon d'être au même titre qu'on leur impose un choix vestimentaire. Mais le malheur, ces parents qui aiment leurs enfants, il n'y a pas de doute là-dessus, et le contraire reste exceptionnel. Ces parents qui ont été précipités dans une roulotte russe et qui n'ont pas su l'arrêter, n'hésitent pas à précipiter leurs propres enfants à leur tour dans ce gros manège. Parce que pour eux, c'est ça la vie. C'est le drame de ma génération.
Mais à qui en vouloir? À ces parents qui, de leur temps, c'était un prestige de faire des études, décrocher un diplôme et exercer un métier. C'était difficile de percer dans une société pauvre, entre parenthèses, et pour qui c'était un rêve de fonder une famille dans une Algérie post-indépendante où le crouton de pain était dur à gagner pour tout le monde et où il fallait jouer des coudes pour pouvoir vivre. Peut-on leur en vouloir de croire que ce qui était bien pour eux est forcément d'actualité pour nous? Peut-on leur en vouloir de croire que deux ères de temps distinctes et deux générations complètement différentes peuvent être régies par les mêmes lois? Peut-on les en vouloir d'avoir imposé leur intelligence et écrasé la nôtre sans se douter de rien? Ou doit-on nous en vouloir, nous, de ne pas avoir résisté suffisamment, de ne pas avoir su nous y prendre, de ne pas avoir réussi à leur prouver que la donne a changé, que chaque temps a ses enjeux, ses données et ses intelligences? Peut-on nous en vouloir de ne pas avoir réussi à les convaincre qu'il n'y a absolument pas de différence entre un homme de théâtre et un enseignant, que tous deux peuvent resplendir chacun sur son estrade, à condition que chacun mette du cœur dans sa besogne? Et que c'est là seulement où réside la noblesse d'un métier et nulle part ailleurs. Peut-on nous en vouloir de ne pas avoir su nous battre ou d'avoir perçu la supercherie un peu trop tard? Un détail important, on aurait pu réussir à faire des choses, on aurait pu essayer de prouver, de convaincre, mais ils peuvent utiliser des armes redoutables contre nous pour continuer à faire pencher la balance de leur côté, à savoir l'âge, l'autorité, l'argent, l'influence, l'expérience qui a conduit à la réussite sociale, etc. Cette piètre réussite sociale qui vous condamne à jouer un rôle et non pas vivre votre vie. Ainsi, nous avons l'impression que le chemin entre nous et nos ambitions ne s'arrête pas de se rallonger. Les obstacles n'arrêtent pas de pousser comme des champignons, les pentes de se raidir et les fossés de se creuser. On ne peut prouver quoi que ce soit à celui qui ne veut pas se convaincre tout en continuant de vous enrober de difficultés. Si je devais trouver un titre à ce que je viens de dire maintenant, ça serait à propos de sa passion, de sa place dans la société et du combat que cela puisse engendrer. Voici l'une des questions, ou l'un des combats, devrais-je dire, qui a occupé mon esprit ces derniers temps. Car j'ai appris à vivre au rythme des combats qui ont jalonné ma vie. Aussitôt que l'un prenne fin, un autre commence. Que je le remporte ou que je le perde, le plus important aura été de le mener. Et ces textes qui en découlent sont les cicatrices que je porte. Encore un détail important. On a appris à mesurer le bénéfice seulement avec de l'argent. Tu travailles et tu gagnes le temps en dinars. Les autres paramètres, tels que l'épanouissement ou l'engagement, s'effacent complètement devant ce monstre qui a asservi les gens. Rares sont ceux qui acceptent de gagner moins, ou peut-être rien, dans un travail qui leur permet d'aider les autres, apporter quelque chose à l'humanité, un travail dans lequel nous pouvons être heureux ou qui nous permet de préserver la planète, ne serait-ce qu'un tout petit peu, etc. Nous choisissons presque tous le travail qui nous permet de gagner plus quand on a le choix. Puis après viennent les autres paramètres. Et encore, il s'agit souvent de distance entre le bureau et la maison, la prise en charge, les congés accordés. Je rêve d'une fiche de paye qui ne parle
pas seulement de dinars, mais aussi de bouches nourries, de ressources économisées, de déchets réduits, de barres de bien-être élevées, des barres de bien-être et de bonheur, ou encore de hasanat pour les croyants. Je crois que nous avons tous une part d'artiste en nous, car nous sommes tous sensibles à la beauté, de façon innée et aussi selon notre éducation surtout, et par conséquent à sa production, sa reproduction et sa consommation. Seulement, comme toujours, c'est une question de priorité. C'est nous qui décidons de lui donner peu ou beaucoup d'importance à cette part, de l'ignorer ou de la tuer même. Notre entourage y joue un rôle important aussi. Nous pouvons aussi lui donner la suprématie sur nos vies, et ce n'est qu'en atteignant ce point que nous connaîtrons le vrai goût de la vie. Enfin, je crois. Samedi 31 août 2019. It's okay any day. I'm staying busy. Tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying. So just lately, when I catch myself, I do like 180. I stay up, clean the house. At least I'm not drinking. Run around, you just don't have to think about thinking. That silence and self-content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. It gets fierce in my dreams, he's in my guts. He floods me with rage, soaking so long, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, move, feeling it, and I wake up alone, and I wake up alone.